Bonjour. 10 ans de réclusion criminelle pour Joël Aïvo, 20 ans de réclusion criminelle pour Rekia Amadougou. Ce sont les peines infligées par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin, dans un procès expéditif tenu le 6 décembre pour le premier, le 10 décembre pour la deuxième. Ceci en marge d'une attaque de vrais terroristes dans le nord du Bénin, dans une période sous la pandémie du Covid-19. Voilà les principaux sujets que nous aborderons dans ce numéro de l'émission Le Rendez-vous, en compagnie de Patrick Chabi, éditorialiste et analyste. Bonjour Patrick. Bonjour. Nous recevrons donc pour ce numéro le médecin-chercheur, observateur de la vie politique, docteur Célestin Alexis Agbessi. Bonjour Alexis. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de nous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce numéro pour lequel nous vous donnons rendez-vous régulièrement pour aborder tous les sujets de la vie politique, économique et sociale, aussi bien en Afrique que dans le monde. Ce sera un regard et ce sera un rendez-vous que nous vous invitons à prendre. Bonjour Patrick. Bonjour Charles. Nous allons, pour cette entrée, parler de la situation sociopolitique et économique au Bénin. Nous avons la chance de recevoir le docteur Célestin Agbessi qui nous a fait l'honneur d'arriver dans nos studios en descendant tout de suite de son avion, puisqu'il rentre du Bénin, où il est allé dans la pratique de son activité de chercheur au Bénin, et il nous revient avec un certain nombre d'éléments. Je dirais d'entrée, quelles sont les observations que le docteur Célestin Alexis Agbessi pourrait partager avec nous, tout fraîchement arrivé? Écoutez, merci encore une fois de me recevoir. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous savez, le Bénin traverse effectivement quelques turbulences judiciaires qui ont pris fin, en tout cas temporairement, transitoirement, le 10 décembre, après la condamnation le 6 du professeur Joël Aïvo et le 10, donc hier, de Madame Rekia Amadougou. Effectivement, selon les procédures de la CRIET, qui n'est plus heureusement une chambre unique, il y a la possibilité de faire appel de ces deux jugements par les avocats de ceux qui ont été condamnés. À titre personnel, je dis bien à titre personnel, et c'est de notoriété publique, le professeur Joël Aïvo et moi, nous avons été des condisciples au lycée Béhanzin. C'est d'abord donc avant tout un ami que je soigne régulièrement en tant que médecin aussi. Et donc cela me fait de la peine parce que j'ai un ami qui est en prison, un ami qui a des enfants, qui a une épouse. Et ses enfants sont très jeunes. Et donc c'est avec la loyauté d'un ami, avec la fidélité d'un condisciple que ce jugement m'a fait beaucoup de peine. Pour Mme Rekia Amadougou, effectivement, c'est aussi une jeune maman qui a eu des postes de responsabilité dans ce pays. Elle a été ministre dans notre pays et il est toujours difficile de voir, bien entendu, une personnalité de cet acabit qui a quand même un rayonnement régional en Afrique, international, aux États-Unis, subir les foudres de la loi. Si on en croit effectivement le déroulé des instructions, le déroulé des procès, il faut le lire sur la toile, hein, c'est flagrant, il y a beaucoup d'irrégularités qui ont été soulevées par tous les internautes, par les hommes de droit, par leurs avocats. Et j'ai bon espoir que lors des appels éventuels, les procès puissent se refaire et que ces deux personnalités qui suscitent quand même beaucoup de compassion au Bénin puissent retrouver leur liberté. Moi, j'ai été frappé par le côté expéditif de ce procès qui était attendu et qu'on considérait plus ou moins
en tout cas les observateurs de la vie politique au Bénin, considéraient qu'un procès de rendez-vous. Et Patrick, quel est ton sentiment sur ce côté expéditif du procès, sur la gravité des faits, sur la gravité des condamnations également? Moi, je pense qu'il faut voir tout le processus qui a conduit et à ce procès, entre guillemets, ces deux candidats, potentiels candidats au présidentiel, et qui, probablement, suscitait un espoir, un engouement au sein de la population, et qui, finalement, pour des raisons de non-respect de critères, etc., n'ont pas été retenus. Mais toujours est-il que c'était quand même des adversaires dangereux. Quand vous dites dangereux, c'est dans le sens du débat politique. Du débat politique. Et on est dans un système aujourd'hui où on sait qu'on ne peut plus truquer les élections. On le sait. Il y a trop d'observateurs. Les moyens technologiques nous permettent aujourd'hui vraiment d'observer et de donner même le décompte des résultats avant l'organisme officiel. Donc, aujourd'hui, on l'observe partout en Europe. Il vaut mieux éliminer ses adversaires avant les élections qu'ils participent aux élections. Parce que quand ils participent aux élections, souvent les organisateurs n'ont plus la main et donc ils ne peuvent plus maîtriser les résultats. Donc voilà ce qui nous a conduit à l'élimination de Joël Aïvo et Mme Madougou. Nous avons un pouvoir aujourd'hui qui souhaite consolider dans la durée son régime. Et donc, bien évidemment, tous ceux qui peuvent mettre à mal cet agenda sur 10, 15, 20 ans ne sont pas les bienvenus. Et quand on lit les réquisitoires, moi je parle bien des réquisitoires du procureur, et c'est d'une légèreté sans nom. Et même moi maintenant, je m'interroge. Parce que, in fine, c'est des hommes et des femmes qui ont conduit ce procès. C'est un jeune procureur. Le procureur spécial. Mario Metonou, c'est un jeune. Et moi, je pense que demain, il ne faut pas qu'il nous dise que c'est des instructions qu'il a reçues d'en haut. Parce que c'est lui qui a rédigé les différents réquisitoires. Et donc, il faut que les gens maintenant commencent à assumer leurs responsabilités. Parce que là, on va dire, ah, c'est Talon qui manipule. Oui, mais c'est des gens quand même qui exécutent ces décisions. C'est des gens qui écrivent, qui argumentent. La présidente, aussi une jeune. Et donc, finalement, le système trouve des jeunes qui appliquent un certain nombre de décisions. Et moi, je pense aujourd'hui, il faut attirer l'attention sur le fait que demain, il faut que les gens ils assument leurs responsabilités parce qu'on ne va pas s'arrêter à ces condamnations. Et moi, je dirais, contrairement au docteur Agbessi, il n'y a même pas à faire appel parce qu'on n'est plus dans un système régulier. Donc, moi, ce que j'ai vu dans la célérité, on me dira, ah, c'est efficace, on a maintenant une justice efficace. Et les laudateurs du système le diront. Maintenant, on peut mener un procès en une journée, on a le verdict, ça y est, parce qu'on est dans le monde de la vitesse. Oui, certes, on est dans le monde de la vitesse. Est-ce que c'est juste et équitable, cette célérité? Et moi, je dis non. Et nous courons un danger si le droit n'est plus respecté, le droit n'est plus dit. Tout le monde est livré. Tout le monde est livré. Et ce n'est pas comme ça qu'on pourra construire une nation. Docteur Célestin Agbessi, effectivement, Patrick a soulevé quand même le problème de la légèreté du réquisitoire et dans la célérité également. Et la sévérité quand même des peines. 20 ans de réclusion. Vous qui avez suivi quand même et avez eu quand même le pool de l'opinion nationale et des observateurs et d'un certain nombre, certainement, de contacts que vous avez eus dans le pays, quel est votre sentiment, sans rentrer même dans le fond même du procès en lui-même, au regard du réquisitoire, des peines encourues et des peines infligées? Comme je le soulignais à l'entame, je donne d'abord un avis personnel sur des gens que je considère, avec qui j'ai grandi, avec qui je suis allé à l'école. Et je le redis encore une fois, nos amis, d'abord, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ceci dit,
bien entendu, on ne peut pas faire l'économie d'analyser ce qui s'est passé, on ne peut pas faire l'économie intellectuelle de se rendre compte de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, bien entendu, Patrick n'est pas le seul à le dire, il suffit juste d'ouvrir le journal Le Monde pour se rendre compte de ce qui s'est passé, il suffit d'ouvrir le Washington Post pour lire ce qui s'est passé. Je vais plutôt faire une digression en disant qu'est-ce que pense le reste du monde de ce qui s'est passé? Le reste du monde regarde et se dit qu'est-ce que le Bénin, avec sa justice telle qu'elle se présente à elle? Vu de ce point de vue, le journal Le Monde, après la condamnation du professeur Joël Aïva, a bien évidemment fait la même analyse que Patrick en disant effectivement, nous sommes dans un moment de l'histoire du Bénin, de l'histoire judiciaire et politique justement, où le type même de démocratie qui est mise en œuvre dans notre pays est questionné. Les réquisitoires que nous avons vus, tous, que nous avons tous lus, qui sont publiés d'ailleurs par les sites gouvernementaux, et ça aussi c'est tout nouveau, hein. Donc il y a quand même un devoir de transparence sur, disons ce qui est, prenons les faits, hein, j'analyse juste les faits. Hein, ces réquisitoires sont publiés sur les sites du gouvernement avec les entêtes du gouvernement. Cela signifie qu'il y a un affichage très clair et une transparence sur ce qu'on veut faire. C'est quand même la première fois qu'on voit ça. Oui, mais ça peut être, on assume. On assume. On voilà. assume. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, que Oui, c'est mal, que non, je ne dis pas du tout ça. On assume très clairement ce qu'on fait et on le montre au monde. Cela signifie qu'on suppose avoir raison, ou en tout cas avoir des preuves nécessaires pour faire ce qu'on a fait. Maintenant, au vu de la bonne marche de la justice, il est quand même assez difficile de penser qu'on peut faire un procès criminel de terrorisme, de blanchiment d'argent, avec une seule journée de procès, avec une délibération aussi rapide. Il est évident que vu les charges et l'immensité des charges, 4 mois d'instruction, et les journaux rappellent qu'ils n'ont été qu'à charge. Ce sont les journaux qui le disent, qu'ils n'ont été qu'à charge. Et ce sont des journaux extérieurs. Et même les journaux intérieurs du Bénin, il suffit d'aller dans tous les forums WhatsApp du Bénin pour comprendre que les populations ont vécu cela comme, je dirais, une attaque personnelle vis-à-vis de chaque individu. Et cela, c'est un sentiment qui est très fort aujourd'hui. Les gens ont vécu ces 2 procès comme une attaque ad hominem pour chaque personne. Et cela, je pense que cela rend compte de l'état, justement, le mind of state, de l'état d'esprit des individus dans le pays. Effectivement, tout le monde se met à la place d'eux. Chacun se met à la place d'eux. Si on prend par exemple, j'ouvre une parenthèse, le gouvernement a, lors du dernier conseil des ministres, décidé d'acheter un scanner 64 barrettes ultra performant. Nous parlerons Non, de l'aspect ce que je veux dire, en fait, oui, non, c'est juste une parenthèse pour dire en fait que je rebondis sur l'idée principale en disant la verticalité du pouvoir fait que quand une action est bonne, elle touche chaque individu et on en est fier. Mais quand une action est mauvaise, de la même manière, elle touche chaque individu. Mais dans le sens négatif. Exactement. Donc voilà. Donc c'est de cette manière-là que les gens vivent les événements. À chaque fois qu'il y a un événement négatif qui touche un Béninois en particulier et qui transcende justement les classes, les genres, les populations, les ethnies, ils le vivent très difficilement. Mais de la même manière, quand c'est un événement positif, comme la Coupe d'Afrique où tout le monde a jubilé, comme les éliminations de la Coupe du Monde où tout le monde était extrêmement peiné, il y a ce sentiment qui fait que oui, c'est difficile, très difficile. On n'a pas fini d'analyser ce régime politique-là, et surtout à travers les 2 procès. C'est des procès extraordinaires. Ils n'ont pas cours. Ce n'est pas tous les 2 jours qu'on a des procès de cette dimension avec des personnalités de cette envergure. On n'a pas fini d'analyser le régime politique. Mais pendant qu'on condamne au Bénin des adversaires politiques pour des faits de terrorisme, de vrai terrorisme, attaquent
dans le nord du Bénin. Et est-ce que c'est une situation nouvelle pour le Bénin? Est-ce que le terrorisme en Afrique est en train de déplacer son centre d'action vers le Bénin, qui était considéré jusqu'à maintenant comme une zone de tranquillité? Patrick, quel est ton sentiment dessus? Et là, il faut noter qu'il y a quelques mois ou il y a quelques années, il y a déjà eu des attaques terroristes dans le nord du Bénin ou à la frontière avec le Burkina. En tout cas, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe dans le Sahel. Dans le Sahel, forcément, plus les terroristes ont des victoires, plus ils ont le sentiment maintenant que finalement, ils sont dans le paysage. Et moi, je pense aujourd'hui, pendant longtemps et durablement, et les terroristes, les djihadistes qui sont dans le Sahel se sentent chez eux parce que la France, avec la remobilisation ou le redéploiement de ses forces, pour moi, donne raison quand même, en disant qu'il y a eu un échec. Et il y a des pays comme le Mali qui dit « nous voulons discuter avec des terroristes parce que ce sont nos enfants, c'est sans doute des Maliens, etc. » Donc, ne nous étonnons pas que ces terroristes ou ces djihadistes cherchent à, je dirais, avoir un maillage beaucoup plus large et une superficie, une surface d'attaque plus large pour être encore en situation de force et aujourd'hui établir les rapports de force. Et donc, bien sûr, le Bénin, le nord du Bénin, moi je suis Tangueta, donc le nord du Bénin qui est à la frontière avec le Burkina, le Mali, forcément est impacté. Et moi, je me suis même étonné que ça ne s'est pas passé beaucoup plus tôt. Quelle analyse fait le docteur Agbessi, qui est d'ailleurs, de par ses recherches, de par un certain nombre de travaux, a une connaissance des mouvements et des actions de djihadisme depuis un certain temps. Quelle analyse vous en faites donc? Bien évidemment, je suis d'accord avec Patrick sur tout ce qu'il dit. Depuis quasiment 20 ans, 20-25 ans, on se rend compte qu'il y a une internationalisation du djihadisme qui a été mise en évidence avec éclat le 11 septembre aux États-Unis avec l'attentat des World Trade Center. D'accord ? C'est l'une des grandes actions d'envergure internationale, même s'il y a eu effectivement les attentats contre les bateaux américains dans le Proche-Orient et qu'il y a eu les attentats dans les ambassades américaines, françaises, européennes. Mais le vrai début de l'internationalisation date du 11 novembre avec effectivement le promoteur Ben Laden qui a été chassé du Soudan, qui est allé au Pakistan. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a connu un regroupement des forces d'Al-Qaïda, puisque c'était le premier nom, et une métastatisation. Il y a une métastase de tous ces mouvements. Après la chute de Saddam Hussein, la recomposition des forces en Irak font que aujourd'hui, nous avons une sorte de rapatriement. Et ça aussi, il faut imaginer ça, que tous ceux qui sont battus en Syrie, par exemple, pendant la guerre syrienne, il y a eu des Marocains, des Libyens, des Égyptiens, des Algériens. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Béninois, des Togolais, qui sont des djihadistes, qui sont partis et qui sont revenus. Nous n'avons pas pu ou nous n'avons pas su capter cela, nous intéresser à ces mouvements de retour. D'abord, ils sont allés où ? Ils sont allés en Libye après la chute de Kadhafi. Donc tous ces mouvements-là, tous ces éléments ont été combattre et combattent encore en Libye. Le manque d'État dans les parties les plus périphériques de l'État, c'est ce qu'on appelle dans les marges de l'État en sciences politiques et en sciences sociales. Donc dans les marges de l'État, les individus ne se sentent plus appartenir à l'État parce que même déjà la notion de nation a fait long feu après les indépendances, on n'a pas su la construire, mais en plus, l'État disparaît de plus en plus à cause de quoi ? À cause de l'économie. Donc les mouvements qu'il y a eu dans les années 95 de dévaluation ont rendu pauvres les États qui n'ont pas pu apporter à la population
la présence nécessaire, c'est-à-dire l'école, la santé, les infrastructures. Et donc ces populations étant souvent des minorités ethniques, se retrouvent confrontées au pouvoir central. Et donc quand on regarde tout ça, toute cette géopolitique qui vient se confronter, se mettre en face des problèmes sociaux, des problèmes éducatifs, des problèmes sanitaires des individus, ils pensent qu'à travers des mouvements de rébellion, qui d'abord étaient des mouvements de revendication politique, d'autonomie politique, se confrontent à tous ces problèmes au niveau de l'État, il y a une récupération qui peut être faite par les djihadistes, en tout cas pas une idéologie fascisante d'un islamisme radical qui est financée par les pays du Proche et du Moyen-Orient. Il faut le dire de manière très claire. Les Africains ne financent pas le djihad. Les Africains, d'ailleurs l'islam africain, c'est un islam soufiste, ce n'est pas un islam agressif, c'est un islam soufiste, où la méditation, pas la prière, on arrive à accéder à Dieu. Donc le wahhabisme d'Arabie Saoudite, qui finance massivement les mosquées, l'islam turc qui est en opposition à l'islam d'Arabie Saoudite pour trouver l'homme fort, le régime fort au Moyen-Orient, finance les mosquées en Afrique et donc il y a un financement qui est exogène, qui est extérieur. Et en plus, si on prend tous ceux qui ont combattu en Algérie, qui sont dans le nord de l'Afrique, ça crée une déflagration qui est extraordinaire. Mais il faut savoir quand même que les tout premières victimes de l'islamisme sont les musulmans d'abord. Et donc, après avoir conquis le Sahel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des débouchés vers les côtes. Et les pays côtiers sont aujourd'hui les plus grands pays visés par le djihadisme. Parce que s'il y a une voie qui mène à la côte, vous imaginez ce que ça peut représenter en termes de menaces sur le plan mondial. L'Afrique serait disloquée. L'Éthiopie est en cours d'implosion. Le Sahel a explosé. Les pays côtiers sont maintenant les seuls qui contiennent justement cette lutte, cette métastase. Et donc, le Bénin a par le passé, bien entendu, connu des attaques terroristes. En avril 2020, il y a eu l'opération Didjao, dont plus personne ne se rappelle, qui a conduit à la maîtrise du djihadisme dans le Nord, parce qu'il faut savoir qu'au BF, au Burkina Faso et au Niger, avec la force multinationale qui compose le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad et le Cameroun, d'accord, la coordination du Sahel tient tant bien que mal, mais il leur faut des moyens, il leur faut des hommes. Qui les finance? L'Union africaine est très pauvre, ne fait pas grand-chose. Ce sont les Américains, l'Union européenne, la France, qui financent. La France est un pays exsangue, il faut le dire, on le voit très bien. Et donc, les pays africains sont-ils en mesure de protéger leur population contre cette menace qui est extraordinaire, qui est même une menace beaucoup plus grande pour leur propre suivi que tous les discours qu'on peut avoir sur la démocratie? Vous faites donc un tableau presque apocalyptique. C'est une conjoncture politique, économique et sociale dont nous allons entendre parler. Mais nous plantons juste le décor. Nous reviendrons au cours d'autres émissions sur véritablement la situation du djihadisme et du terrorisme réellement. Chers amis, merci de nous avoir suivis pour ce numéro. Nous reviendrons de l'heure à l'âge sur ces sujets, sur l'actualité et sociopolitique au Bénin et dans le monde. À très bientôt.